Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail et aussi dans ses discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? Allons-y ensemble, c'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benoît Reeves, qui va nous parler de tout ce qui est non-verbal au travers de son métier de chef d'orchestre. Alors pour la petite histoire, nous avons, Benoît et moi, en fait passé un moment de vacances cet été, au mois de juillet, dans un super centre de vacances qui s'appelle Fêtes et Vacances. Je vais d'ailleurs, d'ici quelques temps, interviewer le responsable de ce centre. Et du coup, lors de cette période, il était là pour parler de tout ce qui est astronomie, puisque son père, Hubert Reeves, est vraiment la référence dans ce domaine. Donc maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu fais et ce dont tu vas nous parler. Bon, merci Magali. Bonjour. Alors oui, effectivement, je suis chef d'orchestre, je suis également dans la médiation scientifique, la vulgarisation en astronomie, et je fais partie d'une famille de vulgarisateurs et de gens pour qui la parole publique a toujours été quelque chose de régulièrement pratiqué. Depuis que je suis petit, ma mère était chanteuse, mon père, eh bien, on le connaît pour des multiples émissions de télévision qu'il a pu faire, et c'est quelqu'un qui avait cette capacité de parler et d'intéresser, de fasciner les gens avec son astronomie, mais avec sa façon aussi de peut-être un accent, des choses comme ça. Et donc, moi, je suis plus musicien de formation, et je ne m'attendais pas à devenir chef d'orchestre, en fait. Et comment devenir chef d'orchestre? Bon, il y a tout l'aspect musical, la technique, la gestuelle, le fait de pratiquer un, deux ou plusieurs instruments, mais il y a aussi tout ce qui ne se dit pas, ce qui est justement non-verbal. Non-verbal, c'est les signaux, les messages qu'on envoie aux musiciens, aux chanteurs, aux choristes, mais aussi aux spectateurs, à toute la salle qui participe à un spectacle. Ces signaux, on n'en a presque pas conscience soi-même. C'est quelque chose qui est assez inconscient, mais bon, de toute façon, le non-verbal, c'est pas quelque chose de, comment vous dire, c'est pas quelque chose de propre à l'homme. En fait, la différence entre l'homme et les animaux, c'est une des grandes différences, c'est justement le verbe. Les animaux pratiquent le non-verbal depuis la nuit des temps. Par exemple, les ours, on s'est demandé depuis de nombreuses années comment font les ours pour échanger à propos des plantes qu'il faut qu'ils prennent quand ils sont malades. Ils ont toute une pharmacopée. Quand ils ont, par exemple, une gastro, quand ils ont de la fièvre, quand ils ont une grippe ou je sais pas quoi, ou quand ils doivent se préparer à hiberner, ils mangent tous exactement les mêmes plantes avec une précision digne d'un livre de pharmacie. Comment échangent-ils et par quel biais? Voilà, ça, ce sont des messages typiques du non-verbal sur lesquels je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre. Tout à fait. Ouais, je partage ta position sur le fait que nous avons énormément à apprendre des animaux. Avant, les personnes le faisaient, on est un petit peu reparti en arrière, mais peut-être qu'on va y retourner, ce serait bien. Alors, merci pour cette première présentation. Alors, du coup, tu disais qu'à la base, tu étais musicien et que tu t'attendais pas à devenir chef d'orchestre. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de musicien à chef d'orchestre? Quel apprentissage tu as dû faire? Puisqu'effectivement, c'est quand même pas tout à fait la même chose. La première chose pour être chef d'orchestre, c'est le rythme. La première chose importante, c'est du rythme. Le rythme peut se transmettre de façon non verbale. Le rythme dépend des musiciens auxquels on va s'adresser. Par exemple, un chanteur, on lui donne un rythme, un signal de départ de commencer sa phrase, il va commencer exactement au moment où on lui dit. Par contre, un trompettiste, ça ne va pas du tout marcher de la même façon parce qu'un trompettiste, il faut qu'il respire.
Donc, on doit lui donner ce qu'on appelle un avant-geste de respiration. Et à l'inverse, un violoniste, lui, va commencer son signe. On va lui donner le signal, mais il va commencer à jouer après. Le trait d'archet commence après. Donc, il faut régler un peu tout ça. Et c'est assez difficile de définir une métrique, si on peut dire. Et donc, on doit avoir une version du rythme, alors qui est également différente selon, par exemple, que vous êtes donc percussionniste ou batteur ou pianiste, auquel cas le rythme va être très découpé. Mais si vous êtes musicien, ça va marcher par phrase, par respiration. Entre les phrases, il y a des respirations. Et le rythme va osciller. Alors ça, c'est la première difficulté à intégrer. Il faut donner des départs et diriger son cœur avec une version du rythme qui est très différente. Pour l'appliquer à des animaux, on pourrait dire un oiseau ne se déplace pas à la même vitesse qu'un loup ou qu'un chien. Et donc, chacun doit avoir son signal de départ pour arriver à partir instinctivement sans dire le moindre mot. Ok. Alors, tu vois, ce que tu es en train de dire me fait penser à ce qu'on vit dans la prise de parole au public ou quand on fait du théâtre, où on nous demande, où il faut être en synchronicité avec l'autre, hein, presque être sur la même respiration. Et de ce que tu dis, est-ce qu'il y a de ça? C'est-à-dire que toi, tu as dû te coordonner vraiment avec chacun des musiciens pour être un peu en synchronicité avec eux? Coordonner, non. Inviter. D'accord. Il faut les inviter et pas leur imposer ce rythme. Il faut les inviter à participer. Alors, au début, ça démarre. Des fois, ça fait penser un peu à un train de marchandises. Un train de marchandises, ça démarre un peu, la première voiture qui démarre, la deuxième qui suit. Il faudrait arriver à ce que toutes les voitures démarrent en même temps. Et c'est jamais tout à fait le cas. D'ailleurs, tu peux te rendre compte quand tu vois des départs d'orchestration, des départs de chef d'orchestre, bon, ça peut démarrer très bien, mais il arrive que ça démarre un peu désynchronisé. Pourquoi? Parce que la métrique entre le premier et le deuxième temps n'a pas été très bien vue par tout le monde, et donc il faut que les gens s'organisent. C'est un peu genre, bon, ouais, quand il faut y aller, et on est parti. Une fois que le tempo est lancé, que la musique démarre, c'est là que rentre vraiment en ligne de compte tout ce qui est non-verbal. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience soi-même. Euh, je dirais qu'en musique, c'est notre propre ressenti inconscient de la musique qui va passer par des gestes, des attitudes qui ne sont pas simplement des gestes, en disant plus fort, plus vite, moins vite. C'est plutôt une attitude, une façon d'être en vibration avec la musique et de partager ça et de donner envie à chacun des musiciens qui vous accompagnent de donner le meilleur de lui-même, mais sans dire le moindre mot. Voilà, c'est très particulier, avec des ralentissements de tempo, des accélérations, mais l'essentiel, c'est quand même beaucoup ça. C'est la façon dont notre corps va bouger, un peu comme une danse presque, même si ça ne ressemble pas du tout à de la danse, une façon de bouger qui va donner vraiment l'impulsion nécessaire aux musiciens pour qu'au moment voulu, ils mettent l'émotion nécessaire. Et ça, c'est typiquement non-verbal et inconscient. D'accord. Ok. Je comprends. Voilà, c'est assez spécial, hein. C'est Ouais. pas du tout comme du verbal. Mais dans une conférence, c'est la même chose. Oui. Dans une Bah oui. conférence, il y a des façons de gérer la parole, de faire des cassures de rythme. Quand on sent, par exemple, que le spectateur, on commence à trouver que c'est un petit peu long, en général, si vous écoutez bien votre ressenti profond, vous l'entendez avant tout le monde. Mm. Bon, là, je suis en train de parler ou en train de diriger ou de faire quelque chose, je sens, ça y est, je suis en train de perdre l'auditoire. Et je ne sais pas comment, quelque chose fait que, hop, il va falloir casser le rythme. Alors, des fois, on prend une petite blague, un peu d'humour, quelque chose qui détend l'atmosphère et hop, ça repart. Il y a également la façon de parler au spectateur, ne pas parler trop vite, un peu comme si on racontait des histoires. Et comment dire, dans la façon de raconter des histoires, là aussi, le non-verbal compte beaucoup, c'est par exemple les silences. Quand vous avez vos spectateurs accrochés, par exemple, qui sont vraiment accrochés à l'histoire que vous racontez, un petit silence et ils sont encore plus happés, quoi, une respiration. Ouais, tout à fait. Comme effectivement, toi, tu as les deux casquettes. Donc là, on parlait de chef d'orchestre, mais à côté, effectivement, tu es conférencier aussi. Donc, tu utilises ton non-verbal dans les deux mondes. Oui, Ouais, tout à fait. mais je Alors, veux dire qu'ils font appel, ces deux choses sont complètement différentes et ne font pas appel du tout aux mêmes neurones de notre cerveau. mm, C'est-à-dire qu'il est très difficile, par exemple, si j'essaie de faire des concerts-conférences, où d'abord diriger et ensuite parler, ensuite diriger et ensuite parler, et là, j'ai les neurones qui disent je. ah oui, du Donc, coup. Mm, au point que j'ai fini par demander à d'autres orateurs de prendre la parole pour rester
dans le silence de la relation musicale au maximum. D'accord, ok. Ah oui, effectivement, ça fait pas appel du tout à la même. Un peu, mais c'est pas. Oui, c'est ça. C'est comme si d'un seul coup, il fallait retourner notre cerveau et le retourner encore. Et au final, je trouve qu'on dirige moins bien. C'est ça. Après, on devient schizophrène et c'est pas le but. C'est ça quand même, mais on fait un moins bon spectacle. Ça, C'est c'est ça, sûr. tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, du coup, en tant que chef d'orchestre, d'une fois où effectivement tu as senti vraiment que tu étais en phase totale, où ça s'est vraiment bien transmis auprès de tes musiciens? Et Alors, quels étaient les ingrédients pour toi? Qu'est-ce qui a fait que? oui, mais je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Vous connaissez sans doute Leonard Bernstein, par exemple, un grand chef d'orchestre, qui est celui qui a composé, entre autres, la messe de, enfin, pardon, la musique de West Side Story, qui a fait un magnifique West Side Story, d'ailleurs, qui en ce moment est sur les écrans et qu'il ne faut pas rater. Et lui, il était tellement fort en communication non verbale, il a réussi, et vous trouverez ça sur YouTube, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez, à diriger un morceau tout entier seulement avec ses yeux, Ah oui, sans les mains, sans rien. Et vous le voyez, il est juste avec ses expressions, ses intonations, et il se marre, il est génial, et il a autour de lui une centaine de musiciens, plus de 1000 personnes dans la salle, et il dirige avec un bonheur absolu. Bon, ils se connaissent très bien avec les musiciens, donc il y a un vrai échange aussi. ouais. Mais c'est juste formidable, c'est juste extraordinaire. Ah oui, bah, ça donne envie, hein, effectivement. Juste avec les yeux, c'est que tu Ah dis. oui, oui, mais c'est un champion de toute catégorie. Alors lui, c'est extraordinaire. Non, moi, je me rappelle de moments où, effectivement, alors là, je me servais de mes mains. Par exemple, c'était au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne où je dirigeais la Messa di Gloria de Puccini. Et il y a 900 personnes derrière vous, 125 devant. Vous arrivez sur scène et là, vous êtes un peu en me disant, bon, c'est quand même un moment important. Alors déjà, on sent que ma tension monte. Même si mon corps ne veut pas le dire, mon cœur me dit, Benoît, ah, c'est un moment, tu sens qu'il faut être à l'heure. C'est un moment important. Donc là, il faut prendre conscience de quoi? Des spectateurs, des musiciens, de la salle et aussi de l'époque. On parlera après d'autres choses, des moments très forts, très dramatiques où la chorale a vraiment été très résiliente. Et donc, dans la Messa di Gloria, à un moment, le tempo, donc tout le monde est dans un mouvement très beau, et à un moment, le tempo s'arrête. C'est ce qu'on appelle le point d'orgue. Vous savez, le point d'orgue, hop, vous amenez tout le monde, vous tenez les violons, tout le monde qui chante, les spectateurs, et avec la main, comme ça, vous arrêtez. Et là, tout le monde s'arrête. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que le temps s'arrêtait pour tout le monde. Ah. Comme si vous avez une machine à arrêter le temps, comme ça qui s'arrête, Hmm. comme ça. Et quelqu'un m'a envoyé un commentaire en disant End time stops, juste pendant une seconde. Et je suis à peu près sûr que pour tous les spectateurs, parce que je sentais que j'étais rempli de frissons, d'émotions, les chanteurs aussi, et je suis sûr que les spectateurs le chantaient aussi, d'ailleurs, ils me l'ont dit après, il y a un moment où on est tous ensemble dans la même émotion. Et Mhm. là, vous tenez. Et une amie chef de chœur m'a dit, dans ces moments-là, Benoît, des fois on a l'impression de voir Dieu dans ses mains. Bon, je n'étais pas suffisamment croyant, mais c'est une expression qui montre l'impression d'immensité dans laquelle on peut être à ce moment-là. Et on n'a pas dit un mot. C'est juste comme ça et ça repart. Comme si on avait une montre et qu'on a réussi, hop, d'un seul coup, tac, à l'arrêter pendant une seconde. Mhm. Mais pour tout le monde. Quelque part, tu as emmené tout le monde et tout le monde a vécu la même chose au même moment. C'est comme si ils avaient compris Oui, leur respiration, quoi. oui, j'aime pas beaucoup le terme de chef d'orchestre. J'aime mieux le terme de conducteur. En anglais, on dit conducteur. Vous conduisez un train avec des voyageurs. Et si on passe dans une belle vallée, un joli paysage, à ce moment-là, les gens sont contents, ou il y a un beau passage. Ce serait plutôt ça. Mais dans le mot chef, il y a un côté hiérarchique qui est un peu inversé, parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment le chef. Vous êtes l'accompagnateur, celui qui va aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, Mhm. en toute connaissance de cause des morceaux qu'on va faire, bien sûr. Et il y a eu un autre exemple qui était particulièrement dramatique, c'était juste après les attentats du Bataclan du 13 novembre. Nous étions à la Sorbonne et on avait évidemment été traumatisés puisque beaucoup d'étudiants ont été très atteints, blessés ou voire tués par ces attentats. Et c'était le vendredi donc qu'ont eu lieu les attentats et le lundi nous nous sommes retrouvés pour répéter. Et les parents ne voulaient pas que les étudiants retournent à la Sorbonne. Ils avaient une peur. Et ça suffit. Maintenant, tu rentres à la maison. Tu reviens chez nous. On ne veut pas que tu ailles étudier. Et les étudiants sont venus quand même. Parce que notre lien de cohésion était tellement fort. Mais ils étaient extrêmement anxieux. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'était vraiment une. Enfin, vous l'avez ressenti aussi, hein, une espèce
d'angoisse profonde de vie, de pulsion de mort ancrée au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça que veulent faire les terroristes. C'est vous envoyer cette pulsion de mort. Et la meilleure réponse à ça, pour moi, c'est la pulsion de vie. C'est dans la musique que je l'ai trouvée. Et donc, on a fait à ce moment-là la Messe en ut de Mozart, la Messe en ut K427. C'est une pièce, une œuvre d'amour magnifique. Mozart, à 26 ans, complètement fou amoureux de sa Constance, décide d'essayer d'aller demander la main à son père. Mais le père ne veut pas donner la main. Et donc, Mozart compose la plus belle des messes pour avoir la main de Constance. Il va l'obtenir d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il s'en marie après. Et Constance était d'ailleurs assez malade, si je me rappelle bien à ce moment-là. Et donc, on fait cette messe-là avec tout ce qui a l'émotion, le tragique, la force. Et je me rappelle que moi-même, je chantais avec une force. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pulsion avec laquelle je chante moi-même? Je chantais avec eux. Et tous étaient comme ça. Ils se rappellent tous de ce moment-là, un peu comme après les attentats du 11 septembre, une espèce de force de vie énorme qui ressort. Une véritable, presque thérapeutique, je dirais. Ouais, tout Et à fait. là, ouais, mais là, il n'y avait presque pas à diriger. C'était tellement puissant qu'il n'y avait pas à diriger, ils se dirigeaient tout seuls. C'est comme si j'étais assis dans le train avec eux. Ouais, c'est très fort ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était tellement un mélange d'émotions, de tristesse, de choc, et puis effectivement, comme tu dis, dans ces cas-là, c'est l'amour, hein, c'est la La meilleure pulsion de vie émotion, le au meilleur plus profond. médicament. Oui, oui. Et j'avais l'impression d'être, en anglais, on dirait tear stream. Tear stream, c'est vraiment un courant de larmes, une onde. Vous n'êtes plus un corps humain, vous êtes juste une onde musicale d'émotion. Vous vibrez de tout votre corps. Alors, je ne vous dis pas, vous avez la chair de poule de partout. Et vous avez l'impression de ne plus être humain. Et ça peut durer 2-3 jours. Alors, les chanteurs, ils ont leur expression pour dire ça. Ils parlent d'adrénaline, en disant quelle adrénaline, j'ai la tension qui a monté, j'ai mal dormi la nuit d'après. Non, c'est plus doux que ça. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment de frissonner en écoutant une belle musique? Non, J'imagine que oui. ouais, Voilà. Et voilà, bah c'est cet ordre-là. Mais à un moment, on n'est plus que ça et on n'arrive plus à s'en défaire. Et c'est presque inquiétant parce qu'on se dit, mais quand est-ce que ça va se calmer? Et en même temps, on est très bien dans cet état-là. ok. Voilà. Alors du coup, à l'opposé, j'aime bien poser ces questions-là du coup aux personnes que j'interviewe. Donc Oui, là, tu nous as parlé de deux exemples où effectivement il y a eu vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé au travers de ton poste d'accompagnateur d'orchestre. T'as oui, vu? merci. C'est J'ai gentil. adopté le terme, je trouve que je suis d'accord avec toi, c'est bien mieux. Euh, Ouais. mais alors du coup, une autre fois où c'est pas passé, le non-verbal n'est pas arrivé jusqu'au musicien et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et puis qu'est-ce que vous en avez ressorti comme leçon du coup de cette expérience? Ça m'est très peu arrivé. Et quand c'est arrivé, c'était plutôt pour des problèmes techniques, logistiques ou de sabotage, quoi. C'est-à-dire, il y a dans la Sorbonne des rivalités. D'accord. Et certaines chorales, nous avons un chœur qui prétend qu'on peut chanter et ressentir de l'émotion avec la musique sans forcément avoir pris un cours de chant ou savoir lire la musique. Évidemment, on a des aides très fortes. On a des fichiers MP3, on a des musiciens professionnels qui accompagnent, qui aident à soutenir. Mais peu importe, l'enthousiasme des amateurs est beaucoup plus fort, mais est souvent beaucoup plus fort que certains professionnels qui sont très professionnels, mais qui n'ont pas cette même émotion. Euh, le problème, c'est que il faut que le son soit bien entendu par les spectateurs. Et là, il est arrivé des fois que la sonorisation marche mal, et donc les chanteurs n'entendaient pas bien, ou il y avait trop de bruit à l'extérieur, ou alors certaines universités avaient décidé de ne pas nous envoyer de public. Alors ça vous désarçonne complètement, parce que des questions de pédagogie, remise en question parce qu'on essaye de faire, ne fonctionnaient pas de la bonne façon. Et donc, on s'est retrouvé des fois à jouer dans une salle vide ou alors une salle avec des enfants qui criaient tellement fort qu'on ne pouvait pas s'entendre. C'est plutôt ces choses-là. Parce qu'autour de la musique, et ça aussi c'est un travail du chef d'orchestre, enfin, du conducteur, c'est d'installer le moment. Le sas, au début d'un concert, vous avez toujours un petit moment de silence, vous avez remarqué, une espèce de concentration. On passe de la réalité sonore, avec son côté un peu bruyant, cacophonique de la lumière des villes, à un son plus organisé. Et si vous ne pouvez pas faire ça, imaginez, vous faites un concert dehors et vous avez des ambulances qui passent, vous allez avoir du mal à émouvoir votre public. Tout le monde va dire c'est bien, mais malheureusement, il y avait des ambulances qui passaient derrière. Voilà, c'est ce côté-là qui est très difficile je dirais, à gérer. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais comme autre exemple? Il y a un autre exemple assez drôle où on a fait un concert avec l'église Saint-Germain-des-Prés. Et
Les musiciens, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils s'étaient tous disputés avant. Tous, ils étaient dans une bisbille pas possible. Alors, on installe des musiciens devant l'hôtel, AUTEL, bien sûr. Et d'abord, c'est une altiste, une joueuse d'alto, qui vient me voir et qui me dit: écoute, Benoît, est-ce que tu pourrais me déplacer de derrière la trompette ou de devant la trompette parce que mes oreilles, c'est mon outil de travail. Je dis: oh, ça commence bien. Je la déplace. Elle se retrouve à côté des timbales. Oh, ça n'allait pas du tout. Les timbales, enfin, tout le monde était dans cet état-là. Et le concert commençait à 20h30 avec le Requiem de Mozart. À 20h, on n'avait toujours pas notre joueur de clarinette. J'ai découvert qu'il avait eu une histoire, 30 minutes avant, une histoire avec une des musiciennes, ça s'était mal passé, ils s'étaient séparés, il avait décidé de ne pas venir. Merci pour le chef. En 30 minutes, on a trouvé une autre musicienne, Olivia, qui est venue jouer de la clarinette et qui a joué sa partie. Et le plus extraordinaire, c'est que dès que la musique a démarré, c'était super. Ah oui, donc. Oui, c'était vraiment, mais c'était tout brinque-ballant. Vous avez tous les wagons de marchandises qui sont dans tous les sens, même pas attachés ensemble, et hop, ça arrive à partir à l'heure. Et c'est là que je me suis dit, heureusement que c'est des musiciens professionnels, parce qu'ils savent quand même pas donner le change, mais être ensemble. Et même, j'ai trouvé qu'ils étaient peut-être plus ensemble sur ce concert que sur l'autre, sur un autre auparavant. Comme quoi, la dispute, la tension, la zizanie leur a fait réaliser qu'ils avaient un problème. Ouais, au final, des fois, c'est des belles fins heureuses. Eh ben, super. Voilà. Mais comment faire passer l'émotion, je ne sais pas à ce moment-là comment je l'ai fait passer avec des mouvements, des gestes. Parce qu'évidemment, le chef d'orchestre ne parle pas. Je rappelle que vous n'avez pas la parole. Oui, oui, on est vraiment là sur le non-verbal, sur la gestuelle, sur le regard, sur tout ça. C'est ça qui est très riche pour cette prise de parole en public, pour voir comment est-ce que tu peux exprimer tout ça. Oui. Alors, une dernière question pour notre podcast, ce serait sur ta gestion du stress ou tes habitudes. Bon, ça fait des années que tu fais ça, donc Oui. j'imagine qu'à force, tu gères beaucoup mieux, mais est-ce que tu as toujours des rituels, des habitudes pour te mettre dans ta bulle, pour gérer le stress, pour gérer le fait que tu es devant, comme tu disais, 900, 1000 personnes et qu'il y a quand même, entre guillemets, un enjeu de ne pas décevoir ton public. Oui. Alors, là aussi, c'est l'inconscient qui choisit pour toi. L'inconscient me dit, dans 2 heures ou 3 heures, tu vas être sur scène, ça va te prendre plus d'énergie que ce que tu imagines. Et donc, c'est comme si l'inconscient, juste avant, faisait une espèce de chute d'énergie. C'est-à-dire que je peux être vraiment, pas avoir beaucoup d'énergie, vraiment je me concentre, j'ai besoin de calme, de silence, de me mettre un peu dans la musique, pour être vraiment dans une espèce d'intériorité dont je ne sais pas à quoi elle va me servir, jusqu'au moment où je suis sur scène. Donc, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de bien manger, de penser à autre chose, de penser à avoir sa petite bouteille d'eau, tout ça, ça c'est important parce qu'on peut avoir ce problème-là. Mais le plus important, c'est d'être prêt à donner la belle énergie, à être, je dirais, au rendez-vous avec toi-même au bon moment. Avec toi-même, pourquoi? C'est parce que tu as choisi de faire ça, parce que tu aimes ça, et mets-toi dans les conditions. La meilleure réponse, c'est ça. J'aime faire ça, je me donne tous les moyens d'être au rendez-vous. Et quand je serai sur scène, je me dirai, je fais ce que j'aime, je suis à ma place. Il y a quelque chose qui est comme ça, qui vous ancre. Vous voyez? Mais bon, c'est des rendez-vous très profonds. Alors, bon, comment dire? Mais il y a aussi l'habitude de la scène ou du public. Avec les visios, ce que nous sommes en train de faire, les gens ont pas mal perdu l'habitude du public. Et je retrouve une espèce de frilosité du public sur scène. Ils ont un peu plus de mal ils échangent avec plaisir, alors du côté des chanteurs, mais il y a quand même un côté, je ne sais pas comment dire, j'avais remarqué ça, c'est comme si le désir de l'un vers l'autre s'était un peu émoussé, parce que les écrans ne transmettent pas l'empathie. Mm. L'écran ne transmet pas l'émotion de la même façon. Un petit peu la peur aussi de la maladie, malheureusement, qui Oui, aussi oui, mais à rapport. l'inverse, une fois que c'est passé, donc avec les chanteurs, on a vraiment refait du lien. Au contraire, ils n'ont plus assez peur de la maladie. Ils sont tellement contents d'être ensemble qu'ils pourraient tous devenir des cas contacts. Et je fais très attention avec les passes sanitaires. Je demande des tests antigéniques avant chaque répétition. Les masques, le gel, on fait attention au maximum. Mais quand même, un an et demi de rupture de contact, ça a fait des dégâts. Je trouve que le désir des uns vers les autres s'est émoussé. Et l'habitude de la scène d'être. C'est comme s'il fallait y être un peu souvent.
sais pas comment. Alors, je sais pas, c'est difficile à dire parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il y a des gens qui le font, des profs par exemple, ils le font toute leur journée. Ils sont devant un public d'enfants toute la journée. Euh, mais ils n'ont pas la même qualité, c'est pas le même type d'échange. Ouais, oui, non, c'est sûr. Les élèves sont là pour apprendre. Ouais. Nous, on est là. Un dernier mot peut-être là-dessus. Oui, on est là pour montrer des choses, mais on est surtout là pour partager. C'est-à-dire, je viens sur scène, que ce soit en conférencier ou en chef d'orchestre, pour vous donner des choses, mais vous allez me donner aussi beaucoup de choses. Votre énergie, on va échanger. Mm. C'est pour ça que dans les conférences, les questions sont très importantes. Et dans les concerts, le retour d'émotion, qui n'est pas forcément uniquement des applaudissements, mais le retour d'émotion qu'on sent des spectateurs, nourrit Mm. notre propre énergie de vie, quoi. Ouais, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et c'est vrai que sur l'énergie, ce que je dis souvent aux personnes que je forme sur la prise de parole en public, c'est toute l'énergie qu'on peut donner à quelqu'un, la personne doit aussi nous la redonner. En fait, c'est un échange d'énergie, ça se fait à deux. S'il y a Oui, une personne qui donne l'énergie, l'autre, au bout d'un moment, oui, va oui. être essoufflé, va être fatigué. Et voilà, c'est la même chose que tu fais avec ton public. Oui, et avec le chœur et l'orchestre, ça s'étale un peu plus longtemps, peut-être sur une année, parce qu'évidemment, il faut prendre le temps de les connaître. On a des nouveaux chanteurs chaque année. Et j'aime bien l'image du conducteur de la locomotive qui met du charbon dans sa loco. Il met du charbon, du charbon, du charbon, il donne de l'énergie. Et allez, on y va, on y va. Première répétition, on dit, mais c'est qui ce fou furieux, quoi? Qu'est-ce qu'il a à nous envoyer de l'énergie comme ça? Deuxième, troisième, quatrième, on sent que ça commence à répondre. Et puis après, il va y avoir un concert. Et après un concert, en général, ce ne sont plus les mêmes. L'idée, c'est qu'au moment du concert, ils vous donnent toute l'énergie qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est très important. Bon, c'est pas un match de foot quand même, hein, c'est de l'énergie, une belle énergie. Mais bon, il y a un peu de ça. Vous Ah, mais voyez. l'image est belle, hein. Et puis quand on voit les accompagnateurs d'orchestre ou chefs d'orchestre, on les voit, ils transpirent, enfin, ils donnent vraiment de leur personne, hein, comme des Oui, sportifs. alors pas forcément. Mais je vais vous envoyer le lien avec Bernstein. Vous allez voir avec ses yeux, il est comme ça, et c'est trop mignon, quoi. Ouais, Et on vous voit. craquez complètement parce que toute l'énergie passe juste dans ses yeux. L'idée, c'est d'arriver à peut-être. Moi, je bouge beaucoup trop, hein, j'ai l'impression d'être un singe sur scène. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir de la retenue et que le maximum d'énergie passe quand même. Ok. Bon, bah, Mais avec des super. amateurs, c'est pas toujours facile. Mm. Merci Benoît. À toi, est-ce que tu auras un petit mot de la fin, une citation, quelque chose pour accompagner nos auditeurs qui sont sur la prise de parole en public, s'améliorer? Donc toi, au niveau du non-verbal, est-ce que tu auras un conseil, un petit mot, quelque chose pour Oui, transmettre? je proposerais de vraiment profondément s'écouter soi, parce que c'est en nous que sont tous les ressorts de cette communication réussie. C'est au fond de nous, dans notre inconscient. Ça peut paraître bizarre, mais c'est là que ça se passe. Dans vos rêves, par exemple. Merci à toi. Merci Merci. Benoît. Merci Magali. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.